Le courant pour une écologie humaine propose de prendre une pause et de se recentrer sur l'être humain. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'ici, on part du principe qu'en prenant soin de la personne, dans une dynamique vertueuse, elle pourra alors prendre soin de son environnement. Ce qu'on valorise dans ce podcast, les personnes qui créent des chemins de sortie de l'époque moderne. Une vraie source d'inspiration. Alors, abonnez-vous. Bonjour Romain Rosac, merci d'être avec nous. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis professeur de philosophie en lycée et dans le supérieur et je me suis intéressé notamment à la pensée de Michel Clouscar, un sociologue marxiste, des années, 70, 80, 90. Alors, pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet de la pornographie? Si je me suis intéressé à la pornographie, c'était, parce que ça fait partie des thèmes qui peuvent être développés justement à partir de la pensée de Clouscar, que lui-même n'a pas, thématisé directement, mais pour lesquels il fournit une grille de lecture qui, il me semble, rester, manquante aujourd'hui. Ce qui fait que tant qu'on en fait l'économie, on reste prisonnier entre, d'un côté une vision, très conservatrice, de la critique de la pornographie, qui en fait est une critique de toute monstration de la nudité en tant que telle, et de l'autre, un discours très libéral finalement, qui refuse de voir en l'abondance pornographique et en l'expansion du commerce de la pornographie un problème. Justement, qu'avez-vous découvert à ce sujet? Quel est l'état des lieux en France aujourd'hui au sujet de la pornographie? En France, comme dans la plupart des pays du monde qui ont accès à Internet, la pornographie a connu une expansion considérable. Elle représente un tiers de la bande passante mondiale pour les estimations les plus modestes. En fait, là où Kluskar est utile, c'est qu'il permet de donner les outils pour comprendre comment elle a pu devenir une marchandise normale. Alors qu'auparavant, elle était non seulement contingentée, mais en partie honteuse. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La consommation de pornographie a été prise en charge par tout un réseau de prescripteurs d'opinion qui vont tout en haut de la chaîne d'un certain nombre d'intellectuels à tout en bas de la chaîne le consommateur, en passant par, on va dire, ceux qui vont reprendre les thèses les plus ouvertement théoriques pour les traduire dans un vocabulaire plus ordinaire, plus classique. Et je pense notamment au travail qui est fait par certains journalistes dans les grands quotidiens nationaux. On peut penser à Maya Mazorette pour Le Monde ou à Agnès Girard pour Libération. Mais ça vaut aussi pour tout un tas de magazines dits féminins, et pas seulement d'ailleurs. On peut penser à Slate, hein, qui avait recouru au service de Peggy Sastre, notamment pour traduire sur un ton un peu plus pop, on va dire, les thèses du philosophe ruvénogien. Et donc il y a toute une cascade de prescripteurs d'opinion qui, que ce soit dans la presse écrite ou que ce soit à la télévision, on pense au journal du Hard, hein, par exemple, qui a accompagné presque immédiatement la diffusion mensuelle par Canal+ d'un film pornographique. Il y a tout un tas de prescripteurs qui, sur Internet, à la télévision, dans la presse, se sont chargés de montrer à la fois que la pornographie était inoffensive, que sa consommation était un gage de décontraction et de modernité, et qu'il fallait l'accepter comme une marchandise comme les autres, et qu'elle disait beaucoup de celui qui la consommait d'ailleurs. Qu'elle disait sa jeunesse, son ouverture d'esprit, le fait qu'il est du bon côté de la barrière, hein, pas du côté des bigots conservateurs, qu'il est capable de plaisanter sur le sexe, finalement de rompre avec les morales traditionnelles et assez austères qu'on avait héritées de la France gaulienne. C'était le cas dans les années 70-80 et c'est à plus forte raison le cas aujourd'hui. En quoi consommer de la pornographie est un problème selon vous? La pornographie reste un problème parce que tant qu'on promeut sa consommation dans les termes, dans lesquels on le fait aujourd'hui, on néglige de réfléchir à 2 questions qui sont à la fois les conditions de sa production et les effets, psychiques et sociaux de sa consommation. Pas seulement chez les publics les plus jeunes, hein, ça c'est un des points avec lesquels je suis souvent en désaccord avec les gens qui traitent des problèmes liés à la consommation pornographique. À mon avis, ça pose pas de problème uniquement pour la consommation des plus jeunes. Alors en ce qui concerne la production, il me semble qu'on assiste à une régression assez considérable par rapport aux analyses, notamment des féministes radicales dans les années 70, qui définissaient de manière, explicite la pornographie comme de la prostitution filmée. Ce faisant, elles rattachaient et la prostitution et la pornographie à, la marchandisation des corps.
et donc mettait en question le fait qu'il puisse y avoir une relation librement consentie dans ces termes-là. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'acteurs et d'actrices qui se disent, volontaires et parfois l'affirment, avec un certain militantisme. Et qui donc embrasse, semble-t-il, tout à fait volontairement l'acteur pornographique, même si, à mon avis, il faut entendre ces discours-là, qui ont sans doute un certain caractère de nouveauté, il ne faut pas en faire le fin mot de l'enquête. C'est un élément de l'enquête, mais certainement pas sa conclusion, à moins de penser que, sous prétexte qu'on désire quelque chose, on, a complètement conscience des raisons pour lesquelles on le désire. À mon avis, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout original d'ailleurs de poser ça, c'est une position très spinoziste, hein. C'est pas parce que je veux faire quelque chose que j'ai conscience des raisons pour lesquelles ça a été rendu désirable. Alors évidemment, il est toujours difficile de mesurer, en tout cas, les effets de la consommation pornographique sur un public aussi divers soit-il, parce qu'en général, quand les mesures sont faites, c'est fait par des assistants sociaux sur des publics qui sont déjà les publics des assistants sociaux, c'est-à-dire des publics qui sont fragilisés psychologiquement. Et donc, les libéraux, à commencer par Ruvén-Augien, ont souvent raison de dire qu'il y a une pétition de principe dans le fait de dire que la consommation pornographique pose un problème, puisqu'en général, ça pose un problème sur les gens qui sont déjà prédisposés à, avoir un rapport un peu compliqué à la réalité. Néanmoins, la difficulté à démontrer les effets psychiques d'une consommation, intense et régulière de pornographie semble profiter de manière assez, malhonnête, à mon avis, au, libre commerce de la pornographie. C'est-à-dire que sous prétexte qu'il n'est pas possible de démontrer avec autant de rigueur que dans les sciences expérimentales la toxicité de cette consommation-là, le doute profite par principe, et c'est assez normal puisqu'on est en régime libéral, hein, le doute profite par principe à la liberté d'entreprendre et donc à la liberté de ceux qui font commerce de la pornographie. Il semble y avoir un lien assez évident entre l'accès à la pornographie et la possession d'un smartphone. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? On doit être à 2 tiers de consommation par smartphone. En fait, ça s'inscrit dans un mouvement assez, long, dans un temps long, qui est un temps d'accession à une consommation de plus en plus individualisée. C'est-à-dire qu'à mesure que, la consommation de films pornographiques a été libéralisée, on est passé, des cinémas de centre-ville en 74 à l'élection de Valéry Giscard d'Estaing qui avait fait de la libéralisation de ce commerce une promesse de campagne. On est passé des cinémas de centre-ville aux cinémas de périphérie, quand 1 an plus tard, Giscard revient sur ses pas et décide d'instaurer le classement X qui, va, rejeter les films pornographiques, en dehors du champ du cinéma traditionnel. Mais en même temps que ce rejet en périphérie du cinéma porno s'accomplit, se développent les cabines de visionnage dans les sex shops et puis, en parallèle, la consommation par VHS et au moment évidemment de la multiplication et de la généralisation des abonnements à internet, c'est une consommation par, ordinateur personnel qui devient, la norme. C'est-à-dire qu'à la limite, la télévision, le film pornographique, mensuel de Canal+ n'aurait été qu'une étape entre la nécessité de sortir de chez soi pour, aller visionner un film pornographique et le libre accès, à, ce que je veux ou en tout cas ce que je crois vouloir sur un catalogue, très large. La consommation par smartphone, à la limite, la seule chose qu'elle apporte de nouveau, c'est que, il y a même plus de rupture entre, le temps de l'intimité qui est celui de la maison et le temps du travail. En fait, il y a des chiffres, bon, toujours, reconstruits d'après les heures de visionnage, hein, qui suggèrent et qui font un peu plus que suggérer même qu'il y a une consommation régulière, chez une part croissante d'individus au travail. Ce qui semble indiquer que comment dire? Le sevrage, de pornographie devient de plus en plus difficile et que loin d'avoir affaire à une consommation, maîtrisée, on a affaire à une consommation qui est de plus en plus boulimique. Selon vous, ça serait avant tout une question politique? Oui, c'est une question politique et là encore, il me semble qu'on est aujourd'hui en pleine régression par rapport à la conscience, féministe des années, 70-80, mais même par rapport à la conscience, on va dire, de gauche et révolutionnaire sur cette question-là. Puisqu'aujourd'hui, une bonne partie du public militant, à gauche, se définit plutôt en faveur de l'accès à la pornographie et ne consent à la rigueur qu'à, réglementer l'accès à, par exemple, la pornographie la plus crue, la plus machiste, la plus hétérocentrée. En encourageant, par exemple, les consommateurs à, payer pour, une consommation d'un cinéma pornographique responsable. Ça semble extraordinairement naïf parce que c'est faire confiance à ce qui est vu, à l'image,
comme si, le fait de voir une phase de consentement, à l'écran, ça garantissait le consentement, réel sur, le lieu de tournage. Donc ça, c'est le premier point. C'est pas parce qu'on voit des orteils contractés et des dentelles et des bougies que, le tournage, n'est pas, particulièrement cruel, vicieux et plein de clauses qui n'étaient pas dans le contrat initial. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, même en admettant que le tournage se fasse dans les conditions de ce qu'on appelle le consentement, ça pose, en fait, la question qui est celle du travail salarié en général. Quel est le consentement réel de celui qui se voit contraint de signer un contrat de travail, quand il s'agit de remplir le frigo? Alors évidemment, on peut toujours dire que l'acteur ou l'actrice pornographique peut faire autre chose, que ce qu'il fait, mais l'objection semble, d'assez mauvaise foi parce que si le choix existe entre, d'un côté, l'actorat pornographique et de l'autre, des métiers extrêmement peu qualifiés, voire parfois carrément dégradants, hein, tous les métiers qui sont ceux du soin, qui sont mal payés, qui sont souvent, qui mettent souvent aux prises avec, des conditions de travail très pénibles, avec des corps parfois, abîmés, faut pas s'étonner que certains acteurs et certaines actrices, vantent les mérites relatifs de l'actorat pornographique qui, même si le prix à payer est très, très fort, au moins, donne, l'impression, parfois partiellement fondée, d'une certaine, maîtrise de son image et d'une certaine supériorité par rapport à ceux qui vont, consommer notre image. Défendre la liberté salariale pornographique, ça paraît non seulement naïf, mais ça paraît surtout être une manière, acritique, de se ranger du côté, qui est toujours le même, hein, du côté des détenteurs de capitaux et non pas du côté de ceux qui travaillent effectivement et mettent leur corps en jeu devant les caméras. Qu'est-ce qui se passe justement quand les acteurs ou les actrices essayent de quitter le monde de la pornographie? Non seulement il est, impossible la plupart du temps de récupérer, ou de faire supprimer les vidéos, dans lesquelles on a joué, puisque l'acteur n'est pas propriétaire des images qui ont été tournées de lui, même d'ailleurs quand elles ont été tournées, à son corps défendant. Ça a été toute la difficulté qu'ont eu les victimes de Jackie et Michel, de faire retirer des vidéos qui étaient pourtant, des vidéos de viol, à proprement parler, hein. Et puis, quand bien même, il n'y aurait pas cette volonté de faire retirer les images, en fait, les actrices pornographiques, souffrent, du coup, du stigmate qui est attaché à la profession. Alors ça peut paraître paradoxal de la part de quelqu'un qui critique l'industrie pornographique de mettre en lumière cette, stigmatisation des actrices pornographiques, mais c'est que justement, il me semble et c'est dans la lignée, directe des travaux de Plouzkar, que la société capitaliste, hédoniste qui émerge à partir des années 70 et qui, succède à une société capitaliste plus traditionnelle, plus austère, moins centrée sur les loisirs et sur la sexualité, cette société capitaliste hédoniste, elle a pour, caractéristique d'être, duel. C'est-à-dire que d'un côté, elle valorise, absolument la totale monstration des corps, l'exposition de la sexualité et le commerce de la sexualité, comme si c'était une liberté supplémentaire, ajoutée à la gamme de nos libertés individuelles. Mais de l'autre, elle reste, travaillée, et pas seulement chez les couches les plus, traditionnalistes, hein, par, un certain conservatisme qui fait que, en fait, les prostituées, on est bien content de pouvoir jouir d'elles, mais en même temps, on va continuer de jeter l'opprobre sur leur profession. En tout cas, pas, les personnes les plus militantes, mais, on va dire le gros de la société. Et donc, valoriser le développement de l'industrie pornographique dans ces conditions-là, ça semble justement être, une manière, là encore, assez naïve de jeter tout un tas d'acteurs et surtout d'actrices à l'abattoir parce qu'on sait très bien qu'elles vont être maltraitées sur les lieux de tournage et qu'elles n'auront pas de possibilité de se reconvertir après coup. Je pense notamment à l'actrice, Nikita Bellucci, hein, qui, disait qu'elle avait renoncé à avoir un enfant, après sa carrière d'actrice parce que, elle ne voulait pas qu'il subisse, toute la honte qui est attachée, au métier du sexe. Alors même qu'elle, défend, justement le libre commerce de la pornographie, tant qu'il est, accompli dans des conditions de ce qu'elle appelle le consentement et que sur lesquelles je m'accorde pas quant à leurs conditions de possibilité, en tout cas. La consommation pornographique a-t-elle un impact sur la sexualité des Français aujourd'hui? Quant à savoir s'il existe un lien entre la récession de la sexualité et la hausse de la consommation de pornographie, c'est évidemment difficile à trancher. On est dans la réalité sociale, hein, pas dans la réalité, purement physique et donc c'est évidemment difficile d'isoler
des facteurs, pour, voir lesquels interagissent sur lesquels, comme ce serait le cas, dans le cas des sciences dites expérimentales. Néanmoins, c'est pas parce qu'il est difficile, d'établir avec précision l'impact de cette consommation sur, la société civile, qu'on est autorisé à en conclure que, cet impact, est inexistant. Ce raccourci-là, on voit très bien qui il sert, à la fois, les industries de la pornographie et toutes les personnes qui ont fait, profession de devenir les prescripteurs d'opinion de cette marchandise-là. Les industriels de la pornographie n'ont pas intérêt à ce qu'on s'érotise nous-mêmes. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'on fasse l'amour, que ce soit, avec, notre compagnon, notre compagne, pour la simple et bonne raison que ça ne crée pas de valeur. Et qu'en tant qu'industrie, eux, leur, but premier, c'est pas de nous rendre service, c'est de créer de la valeur économique. Donc ils ont plutôt intérêt à capter notre excitabilité et à nous rendre, captifs du vaste, voire infini catalogue, qu'ils nous proposent. Ce qui est certain, c'est que, il est plus simple, d'un point de vue affectif, d'être face à un écran d'ordinateur ou face à un smartphone que face à, un partenaire qui, non seulement peut toujours refuser, ce qu'on lui propose, mais, même, sans parler forcément de refus, nous offre, quelque chose comme une altérité. Avec, toutes les possibilités d'incompréhension que ça suscite, et toute la crainte qui peut aller avec ça. Il y a pas d'investissement ni économique ni affectif, dans la consommation de pornographie et à la limite, ce qu'on pourrait rajouter, c'est que, lors du confinement, de 2020, il y a eu une hausse, là encore considérable de la consommation de pornographie, qui semblait, répondre à un certain, désœuvrement et c'est précisément pendant cette période que, les plateformes de streaming pornographique ont, joué, tout un tas de cartes, qu'elles avaient déjà commencé à jouer, dont celle de la connivence avec leurs consommateurs, en leur proposant des offres, à tarifs, préférentiels et en laissant entendre que, bon, bah, puisqu'on est enfermé chez soi avec un ordinateur, il y a pas de mal à se faire du bien et c'est sans doute pas la façon la plus stupide ni la plus vaine, d'utiliser son temps que, de se masturber devant son ordinateur. Donc est-ce qu'il y a un lien entre les 2? Difficile à dire, heu, mais force est de constater que, les industriels semblent bien penser qu'il y en a un et ils ont plutôt intérêt à ce qu'il y en ait un. En ce moment, dans les médias, on entend parler de sexe-récession, pardon pour cet anglicisme. Pensez-vous qu'il y a un lien avec la consommation de pornographie? Il y a une manière traditionnelle d'aborder le problème chez, certains critiques de la pornographie et je pense à l'universitaire italienne, Michela Marzano, qui consiste à dire que la consommation de pornographie rend sadique. Parce qu'elle habitue à voir, des pratiques de plus en plus, extrêmes, sans, poser, justement la question des conditions, auxquelles sont réalisées, ces pratiques extrêmes. Et ça inviterait donc en fait les consommateurs à, répéter ces pratiques-là, chez eux, soit en, exigeant davantage de leur partenaire, soit en, pratiquant purement et simplement, le viol. Puisqu'en fait, la pornographie serait, la théorie du viol, en quelque sorte, hein, c'est une formule d'une féministe, des années, 70, hein, Robin Morgan, qui disait: «La pornographie, c'est la théorie, le viol, c'est la pratique». Alors, je suis pas certain que les choses soient aussi mécaniques que ça. Le philosophe libéral rufénogien a pas tout à fait tort quand il souligne qu'il y a quelque chose d'assez mécanique dans cette manière d'envisager notre rapport aux images. C'est pas parce que je vois quelque chose que je le reproduis immédiatement. Ou alors à ce compte-là, il faut bien comprendre que, cette critique-là, elle emporte avec elle, toutes les images violentes. Le cinéma d'horreur, les jeux vidéo, les bon, il n'est pas certain que ce soit le fond du problème. Il me semble que c'est pas en tant qu'image qu'elle est problématique, la pornographie, c'est plutôt en tant que dispositif. C'est-à-dire que si elle produit effectivement un rapport plus brutal aux autres et notamment à celles et ceux qui sont amenés à, coucher, avec nous. C'est pas seulement parce qu'on est amené à voir plus d'images pornographiques, c'est parce qu'elles sont normalisées et que le silence du législateur depuis, 1975,
qui renonce, enfin qui a renoncé, progressivement encadrer cette consommation-là, même, à minima. Ce silence donne l'impression que, effectivement, cette marchandise est innocente. Elle peut être consommée de manière tout à fait innocente. Le silence de l'État va donc dans le même sens que les discours des prescripteurs, dont on parlait tout à l'heure. Et à ce moment-là, c'est pas tellement une question de sadisme, individuel dont il est question. C'est-à-dire que c'est pas forcément parce que je suis, spectateur de pornographie que je vais répéter mécaniquement ce que je vois. Mais il me semble que, comme, le suggérait Kluskar à propos, plus généralement de ce qu'il appelait le capitalisme de la séduction, ça nous habitue à un sadisme objectif, un sadisme de classe. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur de tout un tas de nouvelles marchandises et notamment pour moi ce qui m'intéresse, la pornographie, on est amené à ne plus du tout s'interroger sur ce qui amène les acteurs et les actrices, dans ce système-là. On est amené au contraire à, se réjouir de l'espèce d'harmonie préétablie, qui, semble relier, mon désir de jouissance à un désir de faire jouir, à l'autre bout du monde, par, caméra interposée. Et c'est en ce sens, à mon avis, qu'on peut maintenir que oui, la pornographie dispose, en tout cas une partie de ses consommateurs, au sadisme. Ceux pour qui, on va dire les règles, de morale élémentaire, c'est-à-dire, ne pas, accepter de jouir à n'importe quel prix, mais toujours garder à l'esprit, qu'il y a, un travail derrière et des conditions de travail, sur lesquelles on n'a pas de prise en tant que consommateur. Bon, ceux qui ont, cette règle-là en tête, eux, à la limite vont, donner beaucoup plus dans la névrose. C'est-à-dire qu'ils vont, pas tellement être dans un profil sadique vis-à-vis des autres, mais ils vont avoir tendance peut-être à retourner leur agressivité vis-à-vis d'eux-mêmes, en s'accusant de ne pas pouvoir se passer de pornographie, en se sentant coupable d'en consommer malgré tout, voire en prenant plaisir, dans cette culpabilité même. Quant à ceux qui, pour tout un tas de raisons, n'ont pas acquis ou ont désappris, cette règle de morale élémentaire, ce sont eux, à mon avis, qui sont les plus susceptibles de virer, à ce que Kluskar appelait le sadisme objectif. Dans un milieu qui est aussi concurrentiel que la pornographie, il est évident qu'on ne peut pas envisager de pornographie dite réaliste. Il y a certains cinémas pornographiques, enfin certains clips pornographiques qui vont se vendre comme étant plus réalistes, mais ils ne peuvent pas être réalistes, dans le sens où leur finalité, elle est excitative. C'est-à-dire qu'il faut, quand même coller aux impératifs du marché. Il faut se plier aux impératifs qui sont fixés par ce que propose la concurrence et donc ça veut dire que pour un homme, il faut être tout le temps en érection, dans des rapports qui sont extrêmement longs et ça implique, bah, notamment de, procéder, c'est un secret de polichinelle, hein, sur les plateaux de tournage, ça implique de procéder à des piqûres, préventives, dans le sexe. Voilà. Quant aux femmes, évidemment, on ne parle pas des multiples blessures qui sont occasionnées par les tournages pornographiques. Donc évidemment, on ne peut pas coller dans la vie réelle à ce que font des acteurs sur les plateaux. Puisque les acteurs, ils n'arrivent pas, naturellement doués et naturellement, prêts à tout et prêts à toutes les contorsions, sur les plateaux. C'est le tournage et le tournage intensif qui les produit comme tels, à la manière dont l'usine fait l'ouvrier, hein. C'est pas l'ouvrier qui arrive tout fait à l'usine, c'est l'usine qui façonne le corps dont elle a besoin. Bah, les plateaux de tournage façonnent les corps dont ils ont besoin et ils sélectionnent les corps qui sont les plus aptes à jouer. Donc forcément, dans la mesure où, et c'est toute l'hypocrisie de la chose, dans la mesure où la pornographie se vend comme une image réaliste de ce que c'est que la sexualité, par rapport justement à toutes les époques passées où on n'a pas pu montrer ce qu'était la sexualité, de manière authentique. Donc dans la mesure où la pornographie se vend comme la première monstration complète et authentique de la sexualité, mais dans la mesure aussi où il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour voir qu'elle est un artefact, qu'elle est construite, qu'elle est produite, qu'il y a des coupes, qu'il y a des choses qui ne sont pas montrées et qu'on ne peut pas les montrer. Bah, en fait, le consommateur, quand il n'est pas voué à développer un profil sadique, il ne peut être voué qu'à développer un profil névrotique. Est-ce que vous auriez des pistes pour ceux ou celles qui voudraient stopper ou limiter leur consommation de pornographie? La consommation pornographique, elle ne résulte pas d'un libre choix. On est poussé, on est incité à la faire et à la faire dans des proportions, toujours plus grandes. Et surtout, on est poussé à la voir comme une activité innocente, voire, nécessaire à une sexualité épanouie.
Donc c'est très difficile, individuellement, en fait, de s'extraire de ces mots d'ordre-là. On peut, tout à fait comprendre intellectuellement qu'ils sont vains et qu'ils sont, artificiels et intéressés, hein. En fait, c'est ce dont les industries pornographiques ont besoin pour, continuer à prospérer. Tout en étant, encore attaché affectivement à ces mots d'ordre-là. C'est-à-dire que mon désir, reste façonné, quoi que pense, mon intellect, par, toute cette industrie et les prescripteurs d'opinion. Donc est-ce qu'il y a des manières de se libérer de ce commerce-là? Bah, je pense qu'en fait la réponse, elle ne peut être que collective, donc elle ne peut passer que par le travail, des associations de terrain, associations, en faveur de l'abolition de la prostitution et de la pornographie, à condition bien sûr que le travail de ces associations soit relayé médiatiquement, ce qui manque cruellement aujourd'hui et ce qui fait que le débat public, n'existe pas sur ces questions. Et auriez-vous également des suggestions pour éduquer plus sainement la jeunesse à la sexualité? En fait, la société dans laquelle nous vivons et qui est la société dont a besoin le capitalisme hédoniste dont on parlait tout à l'heure, procède elle-même à l'éducation de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a pas besoin d'éducateurs de métier, il y a pas besoin de prescripteurs, de bonne conduite, sexuelle. En fait, elles sont données par la pornographie. Alors évidemment, ce ne sont pas des bonnes conduites, au sens moral, hein. Ce sont les conduites dont a besoin l'industrie pornographique pour, augmenter toujours le vivier de ses clients. Si on se pose comme éducateur, on arrive toujours trop tard. En fait, le libre accès à la pornographie, mais aussi à toute, l'idéologie de la jouissance qui transpire aussi dans, la publicité plus généralement, hein, dont, c'est un lieu commun de dire qu'elle, objectifie le corps des femmes, et qu'elle, reprend à son compte les codes de la pornographie pour, les utiliser de manière plus ou moins consciente. Le secteur pornographie, le secteur publicitaire, mais en fait tout un tas de domaines propres à la culture populaire initient la jeunesse à des comportements qui ne sont pas les bons sexuellement. En sous-entendant que, contrairement à tout ce qu'on peut entendre sur le consentement et la nécessité de vérifier le consentement de ses partenaires, tout le monde désirerait en permanence prendre et être pris. C'est ça, le fond de l'idéologie de la jouissance. Et donc se poser en éducateur par rapport à ça, c'est se poser en fait d'entrée de jeu comme un dinosaure, qui n'a rien compris à la libération des mœurs. Et donc c'est assez délicat de proposer quelque chose comme une éducation. En fait, pour répondre de manière très crue, si on veut se redonner la main sur l'éducation de la société civile, il faut liquider les industries de la pornographie et de manière générale, il faut liquider le capitalisme qui a rendu l'exploitation de la sexualité rentable. Merci beaucoup Romain Rosac. Merci d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour un nouveau podcast inspirant. Pour suivre nos actus, nous contacter ou vous abonner à notre newsletter mensuel, c'est sur www.écologiehumaine.eu. À bientôt.